Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle capsule vidéo qui complète la playlist Les circuits RC. Alors dans une précédente capsule vidéo, on s'était intéressé à la charge d'un condensateur, à la charge d'un condensateur à l'aide d'un générateur idéal de tension. Et on avait orienté l'intensité I du courant de cette manière-là. Et intensité du courant qui est définie positivement dans ce sens-là. Et on constate du coup que les électrons circulant dans l'autre sens, ça a pu charger la plaque B négativement et ça a pu justement causer un départ des électrons de la plaque A, faisant apparaître une charge positive sur la plaque A. Donc là, ça c'était lors de la charge du condensateur de capacité C. Alors une fois que le condensateur est chargé, il est possible de le décharger. Il est possible de le décharger en basculant l'interrupteur à deux positions, en le basculant dans la position 2. Donc il est possible de décharger le condensateur à travers une résistance grand R. Alors lors de la décharge de ce condensateur, physiquement, que se passe-t-il? Eh bien, physiquement, il va y avoir le départ des électrons. Donc là, au niveau de la plaque B, il y a des électrons. Donc les électrons vont suivre ce chemin-là, donc la boucle fermée. Donc il va y avoir un courant d'électrons qui va évoluer dans le sens horaire. Ce qui veut dire que l'intensité du courant, si elle veut être définie positivement, devra être orientée dans le sens opposé au sens des électrons. Donc l'intensité du courant doit être orientée positivement dans le sens anti-horaire. Mais nous allons établir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur, tension IC de T, en laissant la convention précédente, c'est-à-dire en adoptant la convention récepteur pour le condensateur, quand bien même, en fait, lors de la décharge, il agit comme un générateur. Alors, quelle est la méthodologie à suivre pour établir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur UC de T? Eh bien, il s'agit de la même méthode qui a été employée pour établir l'équation différentielle UC de T lors de la charge du condensateur. C'est-à-dire que, je présente l'ossature du raisonnement précédent. Il va falloir appliquer la loi d'émail. Au niveau de la boucle intéressante, première étape, appliquer la loi d'émail. Eh bien, on va s'intéresser à cette boucle-là, boucle dans laquelle a lieu la décharge du condensateur. Alors pour appliquer la loi des mailles, il faut choisir arbitrairement, il faut choisir un sens de parcours de la maille ou de la boucle. Choisissons par exemple le sens horaire pour parcourir cette maille. Alors si on parcourt la maille dans le sens horaire, que dit la loi des tensions? Alors on rencontre la tension UR dans le sens opposé, donc ça fera moins UR, moins UC égale à 0. Donc je vais écrire cela. Moins UR, moins UC est égal à 0. Moins UR de T, moins UC de T est égal à 0. Ce qui donne donc, en multipliant tout par moins 1, en multipliant les trois termes par moins 1, 1, 2, 3, ça fait UR de T plus UC de T égale 0. Donc voici ce que donne la loi d'émail qu'on applique dans la boucle où a lieu la décharge du condensateur à travers la résistance grand R. Ensuite, l'étape suivante consiste à adopter la même méthode qui avait été employée lors de l'établissement de l'équation différentielle pour la charge du condensateur, c'est-à-dire qu'on veut une équation différentielle en UC de T. Or ici, il y a UR de T. Il va falloir essayer de trouver une expression pour UR de T, expression qui fait intervenir UC de T. Et donc là, on applique la loi d'Ohm. On applique la loi d'Ohm aux bornes du conducteur ohmique, dans lequel a lieu la décharge du condensateur. La loi d'Ohm dit que UR égale R fois I de T. UR égale R fois I de T. Et en précédent, comme on a pu le faire pour la charge du condensateur, il n'y a
tableau toute la démarche. Hein. On sait que I de t égale D de QA sur dt. On sait aussi que QA de t égale C fois UC de t. Donc ces deux relations-là sont des relations qui ont été établies, qui ont été évoquées dans d'autres capsules vidéo, hein, qui sont à connaître. En combinant ces deux relations et en sachant dériver correctement une fonction du type constante fois une autre fonction, on obtient C DUC sur dt pour I de t. Et on injecte I de t dans la loi d'Ohm écrite précédemment. On obtient ainsi UR de t, expression de UR de t qui cette fois-ci fait apparaître UC de t. Alors une fois qu'on a pu exprimer UR de t en fonction de UC de t, eh bien on remplace ce qui va donner à la place de UR de t RC d2UC sur dt plus UC de t qu'on laisse. On veut une équation différentielle en UC de t, donc la fonction UC de t doit apparaître, est égal à 0. L'étape suivante, placer tous les termes en UC de t d'un côté du signe égal, tous les termes constants de l'autre côté du signe égal. Bon, cette étape-là est déjà réalisée. Et ensuite, l'autre étape, je peux réécrire ici, hein, cette étape est déjà réalisée. On a déjà tous les termes qui dépendent de UC de t à gauche du signe égal, tous les termes constants à droite du signe égal. Et ensuite, l'usage est d'adopter un coefficient 1 devant le terme de dérivation d'ordre 1, hein, dérivée première. Et donc pour cela, il faut tout diviser, les trois termes, il faut les diviser par R fois C, ce qui va donner D de UC sur dt plus 1 sur RC UC de t est égal à 0 divisé par RC, hein, donc égal à 0. Et enfin, on peut introduire la constante de temps tau, on peut introduire le paramètre tau, qui est égal à R fois C, appelé constante de temps, et ça donnerait donc, en équation différentielle réduite, d de UC sur dt, plus 1 sur tau UC de t, égal à 0. Voici donc établie l'équation différentielle vérifiée par la tension au bord du condensateur lors de sa décharge. Alors je vais encadrer les équations différentielles. Voici la première. Et la deuxième équation différentielle qui utilise donc le paramètre tau, constante de temps. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve pour une prochaine capsule vidéo. Merci bien. Au revoir.